Bonjour et bienvenue à cet autre épisode d'un invité à la fois, ce podcast qui veut s'entretenir avec ses invités et leur parcours de vie à la lumière de la foi. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir un autre invité qui m'est cher, qui est spécial. C'est un homme d'affaires influent, à succès, mais avec une très grande simplicité. Il est le président et chef de l'exploitation chez Ledartech et cofondateur et président du conseil du groupe 3737. J'ai nommé nul autre que Franz Saint-Elémy qui est avec nous. Franz, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment un privilège pour moi. Bonjour Steve, merci de m'avoir ici. Je suis tellement excité. Je ne sais pas de quoi qu'on va parler, mais juste à l'idée d'avoir un échange avec toi aujourd'hui, je suis excité. Great. Mais écoute, je pense pas que ça va nous dénaturer parce que la première opportunité que j'ai eue de te rencontrer, j'ai vraiment vu un homme qui était vrai, qui n'avait pas de filtre, qui était juste... non, filtre, c'est pas le bon mot, mais qui était vrai, il était authentique et qui avait les valeurs aux bons endroits. Et c'est vraiment le but du podcast, c'est de traiter des vraies choses, de parler de la vie en général, de ses bons, ses mauvais côtés. Donc, merci d'être là. Je commencerai peut-être avec une première question parce que tu as fait plusieurs télés, plusieurs émissions, plusieurs magazines, plusieurs émissions de radio. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, en quelques mots, qui est Franz? En fait, premièrement, Franz, c'est quelqu'un... c'est un père de famille. Je suis marié, j'ai une femme extraordinaire, Vicky Joseph. Tous les deux, on vient d'une famille ou de deux familles qui sont différentes, mais à la fois très grandes et très chrétiennes. Donc, on a reçu des valeurs très jeunes, la valeur famille. Alors, on a 3 enfants. J'ai un jeune garçon de 15 ans, une jeune fille qui va avoir 13 ans dans un mois. Wow. Et un dernier qui a 8, un petit garçon. Donc, on forme dans le fond, une cellule familiale très unie. C'est ça, c'est Franz Saint-Elémy. Je suis un de 13. Oh, wow! Ouais, je viens d'une très grande famille. Du côté à mon père avait 13 enfants. Du côté à ma mère, on est 6. Je suis l'avant-dernier. Et encore une fois, je suis le produit, justement, d'une mère forte, qui avait la foi chrétienne, qui nous gardait unis, soudés dans la parole du Seigneur. Donc, moi, j'ai été élevé justement avec la foi. Donc, un invité à la fois, ça me tu étais à l'aise. Oui. Et tu vois, je pense en 2 minutes, tu as peut-être dit 5 fois le mot famille. Donc, vraiment, la famille est au centre de Franz. Si l'homme d'affaires ou l'homme de succès, la famille vraiment est au centre de tout ça? Bien, quand les rideaux se ferment, quand il n'y a plus de lumière, c'est la famille qui est notre base. Donc, pour moi, la famille est tout. Et dans la famille, j'inclus quelques individus qui sont proches, que j'ai vécu avec. Mais quand je parle de ma famille, pour moi, c'est essentiel. On a tous besoin de cette base et ça commence là. Donc, si la famille, elle est soudée, le reste, c'est des détails. Yes. Quand on parle d'entrepreneur à succès, j'aurais pu être un vidangeur à succès, ça aurait été pareil. J'aurais pu être un sportif, ça aurait été pareil. Good. Donc, dans l'essence, pour moi, quand je rentre à la maison, quand je suis à la maison, je suis dans un sanctuaire, donc je suis toujours heureux. Mais tu vois, là, tu rouvres une porte parce que je sais c'est quoi être en affaires, je sais c'est quoi voyager, je sais c'est quoi la pression, le fardeau, malheureusement même la performance dans ce milieu. Comment tu arrives parce que ta femme est entrepreneur également, elle est aussi occupée. Comment tu fais pour amener cette balance-là entre l'entrepreneur que tu as, ton implication communautaire, que ça soit d'épauler ta femme qui t'épaule, ta femme qui a ses affaires, et vous avez 3 enfants. Comment vous faites pour faire la concilier travail-famille? Comment vous réussissez à le faire? Bon, alors ça va te surprendre, mais ou peut-être pas, te connaissant, mais la réalité, c'est qu'on ne fait pas de conciliation. La famille rentre toujours en premier. La business, elle supporte la famille. Les affaires, c'est secondaire. Notre priorité, c'est nous, Vicky et moi, c'est la famille, c'est nos enfants. Donc, c'est ça. Tout ce qu'on fait, c'est pour supporter la famille. Au-delà de ça, comme nous sommes heureux et aussi nous sommes, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, on vient de 2 familles très spirituelles. On a appris que
la base, une fois que la base, elle est sécurisée, mais c'est notre devoir d'amener d'autres avec nous, de partager. Un peu comme le Christ, le Seigneur, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a partagé la bonne nouvelle, il a partagé sa foi, sa richesse. C'est multiplié. Exactement. Alors nous, c'est ce qu'on fait. On se voit pas comme des entrepreneurs à succès, mais on se voit plutôt comme des gens qui ont une base très solide et on a la force nécessaire qui nous permet de partager avec d'autres. Mais il y a des réalités qui restent des horaires. Je veux dire, on doit se lever tôt. Il y a des fois, on travaille le soir, des fois les week-ends. Est-ce que vous vous imposez des règles, justement, familiales pour protéger ce noyau-là ou c'est juste la complicité y est que ça ne dérange pas les habitudes? Comment vous faites d'une manière concrète? Parce que philosophiquement, je le comprends que la famille a sa place, mais après ça, il y a des horaires, il y a des fuseaux horaires, il y a différents... Comment vous y arrivez? Ben, d'abord et avant tout, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de recette. Donc, une fois qu'on a cette logique-là de dire que notre priorité, c'est les enfants, donc on bâtit notre horaire autour de la famille. Donc, par exemple, concrètement, le matin, moi, je ne prends pas d'appel le matin avant que mes enfants soient partis à l'école. That's good. Parce que sans ça, c'est très facile de dire, mais j'ai un appel à 7 heures, puis entre 7 heures et 8 heures, quand les enfants vont quitter, tu rates le moment. Je manque le moment. Alors ça, c'est première des choses. Donc, si je suis en déplacement, ben, je m'assure que ça fit avec Vicky, son horaire. Et vice-versa, si elle a un commitment, elle est en déplacement, je m'assure que je bloque mon horaire à cet instant. Donc, il y a des pratiques comme ça. Deuxième des choses, c'est que pour nous, il n'y a pas d'argent qui appartient à Vicky ou qui appartient à moi ou qui appartient aux enfants. Donc, on a un compte en banque, on a une seule façon de procéder, on n'a pas de secret entre les deux. Elle a accès à mon horaire, j'ai accès à son horaire. Donc, je te dirais, il n'y a pas vraiment de recette miracle, à part qu'on fait des efforts pour se coordonner entre nous et de ne pas avoir de compétition dans nos horaires ni dans nos priorités. Est-ce qu'il y a déjà eu des fissures? Il y a toujours des fissures. Okay. C'est pas normal de ne pas avoir des conflits. On est deux humains, on est deux êtres différents. Et l'autre dresse l'autre. Voilà, exact. On se dose dans les faits que moi, je suis plus quelqu'un introverti, Vicky est plus extraverti. Je suis plus quelqu'un qui est plus pragmatique. Vicky, elle est beaucoup plus artistique. Yes. Alors, donc, on se complète dans ce sens-là, mais parfois, ça va arriver que sa façon de voir le monde, je ne le vois pas. Finalement, on réussit toujours par converger vers quelque chose qui nous convient. Nice. Donc, sans nécessairement faire de compromis, mais on converge vers une solution qui va être acceptable pour nous et qui va nous permettre aussi d'aller de l'avant. Je prends un exemple aussi banal que ça. Faire le choix de ne pas empiétrer sur la business de Vicky. Donc, c'est simple. Ça a l'air simple, mais c'est compliqué. Par exemple, je prends un exemple. Elle est dans le secteur du cosmétique. Moi, je suis dans le secteur de l'électronique. Et parfois, je vois ses choix, je me pose la question, je me dis, mais pourquoi tu vas dans cette direction-là? Moi, j'irais dans une autre direction. Et ce serait facile pour moi de dire, mais écoute, tu devrais aller là. Mais je me garde cette retenue pour essayer de comprendre qu'est-ce qui motive ses choix et de le voir de son point de vue et de m'assurer que je suis là seulement si elle a besoin de moi. Ça prend une grande maîtrise de soi. C'est pas toujours évident. Je te l'avoue. Mais par contre, c'est quelque chose que consciemment, qu'il faut travailler. Parce que c'est très facile de tomber dans la facilité de dire, ben, t'as fait le mauvais choix. Ou vas-y de ma façon. Voilà, exact. Trop fort. Écoute, je reprends une citation que tu as faite pour le magazine Lac. Tu te présentes comme un fanatique des sciences. Pour toi, Franz, est-ce que la science est contraire à la foi? Non, pas du tout. Au contraire. Comment tu l'expliques? D'abord et avant tout, quand il ne faut pas mélanger la spiritualité de la science. Ma spiritualité peut être supportée par mes choix scientifiques et mes choix scientifiques supportent ma spiritualité. I like that. Donc, par exemple, si je devais faire un choix scientifique qui va à l'encontre de mes valeurs spirituelles ou de mes valeurs, évidemment, la science prend le bord.
Donc, je vais prendre un exemple. L'avortement, c'est controversé, mais je peux comprendre pourquoi quelqu'un puisse dire, moi, selon ma foi, selon mes valeurs, je ne crois pas à l'avortement parce que c'est tuer un être humain. Alors que scientifiquement parlant, tu peux dire, mais tu peux faire l'argument que jusqu'à un certain âge, le fœtus n'est pas considéré comme un humain. Les deux s'équivaut, mais dans les faits, c'est un choix que tu vas faire par rapport à ce que tu crois, pas par rapport à la science. Parce que la science, dans les faits, que ce soit une journée ou une demi-journée, la science dit, elle dit que ça existe, c'est réel. Donc, si tu dis que tu ne crois pas qu'il y a de la vie à l'intérieur de 2 ou 3 jours, mais ça, c'est un choix par rapport à tes valeurs. Mais dans les faits sont, du moment qu'il y a une conception, il y a un être, il y a une vie, peu importe que ce soit jour 1 ou jour 10 ou jour 100. Alors, la foi va dicter des choix spiritueux, mais scientifiquement parlant, pour moi, ma foi dicte toujours mes choix. Mais vu que tu es dans t'as fait ton succès est relié beaucoup au domaine de la technologie, donc je suppose que c'est des gens qui sont beaucoup plus cérébrales que émotifs ou encore spirituels. Comment que tu arrives à... parce que les valeurs, c'est une chose, mais de croire à quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose d'autre. Donc, comment que tu arrives à discuter ou même supporter ta foi par justement ta capacité ou ton amour pour la science? Est-ce que ça fait mariage pour toi ou des fois ça vient frapper un mur? Oh là, tu viens d'ouvrir une porte très grande. Écoute, il y a bien des choses qu'on fait, qu'on est conscient, qu'on vit, qu'on n'a jamais vécu, qu'on n'a jamais expérimenté, mais on y croit comme faire. Par exemple, je te dis que la Terre, elle est ronde. Est-ce que t'es déjà sorti, t'as déjà été... Mais tu y crois sincèrement. Mais tu ne l'as jamais expérimenté, mais tu y crois. Je te dis, par exemple, comme enfant, mets pas ta main sur le feu, tu vas te brûler. Peut-être que tu t'es jamais brûlé. Peut-être que tu n'as jamais vu quelqu'un brûler, mais tu y crois comme faire parce que il y a quelque chose qui t'a amené à cette croyance-là. Alors, pour moi, les deux ne sont pas mutuellement exclusifs du tout. Mais comment? Parce que tu peux... De croire ne veut pas dire que ça existe. Je peux croire au Père Noël, il n'existe pas. Donc, tu as le choix de croire que la Terre est plate ou ronde ou peu importe, mais l'aspect cérébral du scientifique qui peut prouver une démarche, qui peut démontrer comment tu arrives avec la foi que tu as de pouvoir avoir un entretien avec quelqu'un ou de supporter justement ta foi par ta capacité intellectuelle de prouver des choses. Est-ce que tu y arrives? Est-ce que c'est un challenge parfois pour toi? Ou parce que, pourquoi je pose la question, c'est que tu viens d'un foyer chrétien. Donc, des fois, c'est facile d'être dans une routine. On me l'a dit, c'est comme ça. C'est une évidence. C'est les traditions, c'est la culture, c'est la religion. Mais moi qui n'ai pas grandi dans un foyer chrétien, c'est plus tard que je me suis converti. C'est comme si Dieu m'a donné cette capacité, cette grâce de pouvoir supporter mon discours par des faits, par la science. Et je m'y plais dans ça. Mais je vois que... Et moi, je ne suis pas dans le domaine technologique, je ne suis pas dans le domaine scientifique. Donc, c'est pour ça que je voulais voir ton approche à toi. Est-ce que c'est plus compliqué vu ton bagage familial avec les croyances et ta capacité au niveau de la science? En fait, pour moi, ça m'a aidé. Okay. Je vois ça plus comme un avantage qu'un désavantage ou même, même un sentiment de conflit. Parce que dans les faits, la science, elle est exacte. Ma foi, elle m'appartient. Ma spiritualité m'appartient. Ma relation avec mon Dieu, c'est ma relation avec mon Dieu. Donc, si quelqu'un choisit d'avoir une autre relation spirituelle, c'est son choix et je le respecte. Mais la science, elle est toujours exacte. Donc, c'est ce que tu fais avec la science. C'est ce que ton bagage t'amène à faire avec la science. Tes croyances t'amènent à faire avec la science. Donc,
Il y a des scientifiques qui utilisent la science pour supporter leurs croyances spirituelles. Il y a des scientifiques qui utilisent la science pour la rejeter. Pour la rejeter. La refuter, ouais. Donc, encore une fois, c'est un choix personnel. Ce que je ne veux pas rentrer, c'est est-ce que ton choix est meilleur que le mien? Donc, mes choix, ce sont mes valeurs. Et qui suis-je pour juger quelqu'un d'autre? Tout ce que je peux te dire, c'est mon frère, ma sœur. Voici mon point de vue, voici ma façon de voir le monde. Là, tu rouvres une grosse porte, France, parce que d'un point de vue scientifique, il n'y a pas plusieurs vérités. Il n'y en a qu'une seule. Tu peux respecter les convictions d'une autre, mais qui a la vérité? Et moi, je suis comme toi. Moi, je respecte les confessions et toute confession et conviction, mais je ne peux pas dire qu'on parle la même chose. Parce que si on doit y aller dans le langage scientifique, il y a pas plusieurs vérités, il n'y en a qu'une seule. Donc, dans cette approche-là, et je reviens, je pousse parce que j'essaie de faire sortir quelque chose où ce que ta spiritualité est devenue une conviction et non pas une tradition, une pratique. Parce que tu viens d'une grande famille, les valeurs familiales sont importantes, tu as grandi dans un foyer chrétien, mais Franz, lui, il doit avoir eu un jour dans sa vie où il y a eu une expérience où ce que là, c'était plus une question de mes parents croient ou on m'a dit, mais je crois parce que je l'ai lu, parce que j'ai fait des recherches ou peu importe. Et donc, tes croyances à toi, est-ce que tu es de ceux qui disent, écoute, est-ce que tu crois que tu as la vérité par rapport à tes convictions ou tu le gardes plutôt comme une philosophie de vie? Ben, encore une fois, je reviens encore à la base. Moi, ma base, c'est, je me considère comme une probabilité, une improbabilité statistique. Je viens d'une famille très pauvre, je suis né sur une île qui est à l'intérieur d'une île. Laquelle? La Gonave, okay. Qui est juste en face de Port-au-Prince. Mon beau-père vient de là aussi. Bon, donc, tu vois, on est connectés. On connecte avec quelque chose de exactement. Donc, je me considère comme... il y a plusieurs moments dans ma vie où est-ce que ma vie, elle devait s'arrêter. Mais ce n'était pas ma destinée. Ma destinée était plus grande et je ne l'ai pas remarqué que plus tard. Et encore une fois, c'est ma foi dans la vie, ma foi dans les circonstances où est-ce que j'ai frappé, toutes les fois que j'ai frappé un mur et j'ai pris du recul. Et je me suis recentré sur moi-même et posé la question à mon Seigneur, j'ai toujours eu les réponses. Les fois que je n'ai jamais posé la question, c'est là que je me suis toujours trompé royalement. Donc, dans les faits, moi, à tous les jours, à chaque instant de ma vie, justement, cette capacité de prendre du recul et de poser les questions et de demander de l'aide, et j'ai eu de l'aide à des milliers et des milliers de fois, et ça, c'est grâce à ma foi et ma spiritualité. Dans des circonstances égales, on refait la même situation, tu vas dire, non, mais ça, c'est de la chance. Il est chanceux, lui. Et moi, je ne vois pas ça comme la chance. Écoute, combien de fois j'ai fait un déplacement entre La Gonave et Port-au-Prince? 2 fois dans ma vie. Les 2 fois, le bateau a chaviré. Et les 2 fois, je suis un des rescapés. What? So, peut-être que c'est la chance, mais moi, je ne vois pas ça comme la chance. Moi, on a chacun... la façon dont je vois ma vie, c'est que Dieu m'a mis sur cette terre pour accomplir des choses. Il m'a donné une responsabilité. Et tant aussi longtemps que je n'ai pas répondu ou je n'ai pas satisfait à cette responsabilité-là, ben j'ai encore beaucoup de travail à faire. Wow. Donc, pour moi, c'est ça. Quand des gens vont dire, tu vois, cette cicatrice-là que j'ai ici, là, à l'âge de 7 ans, mon cousin, on joue à un jeu à tag. Je me rappelle encore, à La Gonave. Je suis en arrière d'un arbre et il se retourne, il m'appelle, il me dit « Fanfan, Fanfan, c'est mon petit nom. La part des Franz, leur petit nom, c'est Fanfan. Et je me retourne, paf, une roche. OK? Now,
Réfléchis là, 2 minutes. À La Gonave, on a une petite clinique. OK? Je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Je me suis réveillé à l'hôpital et le médecin, il a dit à ma mère, en fait, c'était un missionnaire, pardon, il a dit à ma mère, vous êtes chanceux. Ma mère, elle a dit non. C'est un fils de Dieu. Wow. Et il a une responsabilité, donc wow. c'est pas son tour. Alors, c'est 1 millimètre. C'est incroyable. Incroyable. Donc, c'est un exemple. Un autre exemple que j'aurais pu te donner. Tu sais, le jour, la semaine où je quitte Port-au-Prince pour venir au Canada, je me fais frapper par une voiture. Complètement, on jouait au soccer dans la rue, le ballon est sorti. J'habitais sur la rue Sans Fil. C'est une pente descendante de Port-au-Prince, mais il y a une courbe. Et le camionneur, il ne m'a pas vu. Moi, j'ai traversé pour aller chercher le ballon sans réfléchir. Paf! Je me retrouve en dessous du camion. Juste des égratignures. Alors, c'est de la chance. Pour certains. Pour moi. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je dois être reckless? Non, je suis conscient qu'il y a quelqu'un qui est avec moi. Je suis conscient que je suis accompagné. Maintenant, est-ce que pour certains, c'est de la chance? Oui. Mais pour moi, c'est pas la chance. Et donc, j'ai plusieurs... Je pourrais passer... C'est des témoignages personnels comme ça. Et tu sais, ça me fait rire parce que la première fois que je t'ai rencontré, on était à ton bureau et j'ai été poussé à prier pour toi. Et tu as voulu t'accepter. Et dans la prière, le Seigneur me dirigeait à ce qu'il me montrait qu'il y avait une femme qui priait pour toi. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui étaient le fruit des prières d'une femme. Et je ne savais pas qui, mais maintenant, à la lumière de ton témoignage, parce que je ne savais pas que tu avais un héritage chrétien comme ça, je vois à quel point ta mère était quelqu'un de radical par rapport à sa foi et d'une grande foi. C'est doublement plus bénissant d'entendre le témoignage. Maintenant, est-ce que tu vois une différence entre la spiritualité et la religion? Claire. Laquelle? Pour moi, ma spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Ma spiritualité, c'est ma relation avec mon Dieu. Maintenant, ta relation avec ton Dieu, elle est très différente de la mienne. Donc, c'est très personnel, c'est très privé. La religion, pour moi, c'est institution. Exactement. Donc, il y a un cadre, il y a une structure, j'équivaut ça, tu sais, à la relation employeur-employé. Je ne veux pas dire que c'est ça, mais là, cette réalité-là, un employé vit le travail différemment que l'employeur le voit. Donc, pour moi, la religion, c'est une institution qui est très différente de ma spiritualité. Donc, je peux avoir ma religion chez moi, je peux avoir aussi... Ou ta spiritualité chez toi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que même c'est un gros problème où ce que maintenant les religions éloignent les gens de la spiritualité. Parce que les gens vont dépendre d'un homme plus que Dieu. Moi, je vais être plus direct. Pour moi, la religion devient de plus en plus business versus vraiment la foi et la spiritualité. Parfois, je regarde, on le voit là sur les médias, où est-ce que les bishops, les partenaires deviennent plus grands que la religion, plus grands que la spiritualité. Ouais. Ils prennent une autre. Pour moi, ce qui est important, c'est la relation que tu as, ta foi, ta spiritualité, comment tu la vis. Parce que chaque individu est différent. Et comme pasteur, je pense que c'est ça notre responsabilité, c'est d'amener les gens à avoir une relation avec Dieu. Et au-delà d'une réunion la semaine, au-delà de rendez-vous hebdomadaires, mais c'est que c'est tous les jours, c'est chaque instant. Dieu est maintenant... Moi, je ne suis pas contre l'Église, parce que je crois que l'Église a été instituée pour justement perfectionner les croyants, mais non pas pour remplacer Dieu. Et c'est là le danger de la religion, c'est que là, tu rentres dans une routine où c'est les dimanches que je vais entendre Dieu. Pourquoi les dimanches? Pourquoi pas les jeudis? Pourquoi pas les mardis? Pourquoi? Et donc, c'est là qu'il devient un danger que lorsque l'Église se fait Dieu pour certains individus. Et donc, je suis content d'entendre que tu y vois cette différence. Donc, chez les Saint-Élémy, avec Vicky, la foi est aussi présente ou c'est quelque chose de personnel à toi? Oh oui, non, la foi est aussi présente. C'est notre cadeau à nos enfants. Parfois, c'est pas facile parce que
évidemment, tous les soirs avant de se coucher, on fait une prière en famille. Qu'elle soit, des fois elle est plus longue, des fois elle est plus courte, mais on veut donner cette habitude-là à nos enfants. C'est un cadeau que nous, on a eu de nos parents. On a su l'apprécier beaucoup plus tard quand on réalise des choses dans nos vies, quand on vit des expériences. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on ne fait pas la prière, c'est nos enfants, parfois, qui nous rappellent. Hey! Ça veut dire que le travail a été bien fait. C'est bon, ça. Dis-moi, je sais que, bon, la famille, depuis le début, on en parle, c'est incontournable chez toi. Les affaires, tu es vu. Et là, quand je parle d'affaires, on ne parle pas et c'est important de le souligner quand même parce que, oui, tu as parlé de ton témoignage, tu as commencé dans une famille pauvre, mais là, on parle d'un succès qui t'a amené à toucher des centaines de millions, qui t'ont amené à avoir une influence à l'international. Tu m'as déjà même partagé qu'Amazon t'avait fait des approches pour que tu puisses diriger une partie de leur compagnie. Donc, on ne parle pas d'un commerce de rue et je ne veux pas dénigrer le commerce de rue. C'est pas ce que je fais, mais pour nos auditeurs qui nous écoutent, on a devant nous quelqu'un de prospère et qui est reconnu pour cela. Mais il y a un autre volet de Frantz qui est aussi connu, c'est ton implication sociale. Pour la communauté haïtienne ou noire en général, je crois savoir que tu milites beaucoup pour cet aspect-là, la justice sociale, tout le mouvement socio-économique. Ça t'a même amené à cofonder le groupe 3737, qui est un incubateur pour justement le secteur économique pour les peuples issus de communautés culturelles qui n'ont pas toujours accès à cette facilité financière ou les subventions, etc. Parle-nous un peu de ta passion par rapport à la culture, à la culture noire, à tes racines. Quel est ton cœur par rapport à ça? En fait, ça revient encore une fois à comment j'ai été élevé. Je donne beaucoup de crédit à ma famille encore une fois parce que un enfant, quand tu grandis, tes points de repère sont toujours la famille. Donc, malgré que je n'ai pas eu une relation très proche avec mon père, parce que je ne l'ai pas connu vraiment, mais ma mère, mes frères et sœurs m'ont toujours parlé de la force de mon père, malgré qu'il n'était pas présent, mais comment est-ce qu'il tenait à ses responsabilités, comment qu'il était rassembleur. Et j'ai appris aussi à travers mes frères, sœurs, mes cousins, cousines, que être solidaire, on était tous plus forts. Donc cette base-là, elle a été très importante. Et je te dirais, je suis arrivé à la conclusion très jeune que j'étais le fruit de mon environnement. Et que Frantz Saint-Elémy, c'est aussi parce que mon coach de soccer m'a ouvert la porte, parce qu'un professeur m'a encouragé, parce que le voisin ou la voisine parfois avait vu que j'avais faim, donc me donnait une partie de sa sandwich ou quelque chose du genre. Donc, à tout moment dans ma vie, il y a eu des gens qui m'ont donné de l'aide. Le village. Voilà, exact. Et aujourd'hui, je suis rendu au stade où est-ce que je redonne ce que j'ai appris, mais ce que j'ai appris, c'est que essentiellement, une communauté, elle est forte, basée sur plusieurs choses. On peut être très solidaire, on peut être très soudé, mais si on n'est pas partie intégrante de l'économie, on est toujours à l'extérieur. Donc, malgré nos forces, ça prend des activités économiques qui sont intégrées dans le grand sphère de l'économie mondiale. Et quand je regarde les communautés noires, en général, on est en retard sur ce que j'appelle l'industrie ou l'économie en général, pour de bonnes ou mauvaises raisons. Mais la plupart du temps, quand mon constat, c'était le manque d'institutions qui étaient liées, qui avaient une vocation vraiment liée à l'épanouissement économique des communautés. Donc, quand on regarde toutes les communautés prospères, ils ont des institutions. La Chambre de commerce du Grand Montréal, c'est une institution qui est dédiée à promouvoir l'économie de Montréal. Et c'est qui l'économie de Montréal? C'est la majorité blanche francophone. Ouais. Donc, elle est au service, justement.
Quand on regarde, par exemple, les associations, comme je suis membre de l'Association québécoise de technologie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là pour promouvoir les technologies québécoises. Et c'est qui encore qui bénéficie directement? C'est la majorité. Quand on regarde des communautés noires, nous avons beaucoup d'institutions communautaires qui sont vouées à aider au niveau communautaire. Mais au niveau développement économique, ça n'existait pas. Donc oui, on va dire, bon, il y a des réseaux, des associations, ainsi de suite, mais vraiment dédiés à développement et l'accroissement économique, ça n'existait pas vraiment. Alors, le groupe 3737, justement, est né de la genèse que si on est en meilleur contrôle de l'économie, on a de meilleures chances d'avoir des institutions qui vont être bien financées, des institutions qui vont être solides et qui vont pouvoir améliorer la culture. C'est intéressant. Regarde, je vais faire le parallèle entre les communautés juives. OK? Leur culture, elle est maintenue par leur capacité de financer leurs institutions culturelles. Donc, que ce soit à l'art, l'histoire, la culture religieuse et ainsi de suite. Quand on regarde les communautés Black, malheureusement, quand tu regardes, les capacités de nos organisations sont toujours plus faibles parce qu'on a moins d'entrepreneurs, on a moins d'acteurs financiers qui sont capables de faire des dons ou de faire de la philanthropie ou de supporter les organismes culturels. Donc, on est dépendant de l'État, on est dépendant de d'autres organisations ou de d'autres cultures qui, eux, vont aider. Alors, c'est pour ça qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on sait faire? On connaît les technologies, on connaît l'innovation, on connaît l'entrepreneuriat, on a vu des modèles de réussite. Donc, c'est pour ça qu'on s'est forcé à l'idée de créer une institution qui est complètement dédiée à l'entrepreneuriat. Notre pari, c'est que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, le prochain Mark Zuckerberg ou le prochain Bill Gates pourrait potentiellement venir d'une de nos communautés parce qu'on aura créé une institution qui permettait justement à un jeune d'espérer ou de rêver à devenir un entrepreneur à succès. Écoute, j'avais une autre question, mais avant celle-là, je voudrais ouvrir une autre porte pour rebondir sur ce que tu as dit. Je suis martiniquais. Je suis marié à une Haïtienne, j'ai travaillé en Haïti. J'ai vécu certaines réalités, malgré mon teint qui peut paraître plus clair pour le noir, mais qui est très foncé pour le blanc. Donc, on est toujours dans ce paradoxe. Est-ce que parce que tu as parlé de la communauté juive, est-ce que tu considères que le problème est à l'intérieur de notre communauté ou est provoqué par l'extérieur de notre communauté? Parce que c'est facile pour nous de dire « Ah, c'est le blanc veut pas ». Et c'est possible de dire « C'est nous le problème » et on est fort aussi à toujours s'apitoyer ou se dénigrer. À la lecture de ton expérience à Montréal, on ne va pas aller trop loin, mais au niveau du Grand Montréal, est-ce que notre communauté fait face à un problème interne ou des composantes externes qui nous bloquent? OK. En fait, tu verras jamais Franz Saint-Elmy blâmer quelqu'un d'autre pour ses problèmes et tu ne me verras jamais tomber dans le jeu de jouer à la victime. Mais tu as parlé de racisme systémique quand même très fort. Le racisme existe. On ne pourra jamais éliminer le racisme. Donc, il y a du racisme à l'intérieur des communautés noires. En fait, il y a un racisme qui est encore pire dans les communautés noires. Alors, donc, qui suis-je pour parler des autres? Moi, je pense qu'on a été victime de 400 ans de violence, mais j'ai pardonné. Dieu m'a donné la force d'aller au-delà de ça. Donc oui, il y a eu un tort irréparable qui a été fait au peuple noir. Et pas juste pour apprendre, il y a un tort qui a été fait au peuple juif également. Absolument. Donc, si on compare, si on voit que le peuple juif prospère et que le peuple noir, on est encore dans un milieu qui ne nous est pas satisfaisant, quel est le problème à la lecture des deux communautés que tu as énoncées tout à l'heure? Mais en fait, il y a une période très précise où est-ce que le peuple juif a subi et ça, c'est inacceptable, c'est impardonnable, mais ce n'est pas 400 ans.
Mais il y a une raison pourquoi qu'ils l'ont pas fait 400 ans. Et je ne défends pas, mais je ramène encore sur l'histoire où ce que tu as raison, le virus, nous, s'est propagé sur beaucoup de longues années, mais il y a certaines communautés que ça a été plus court parce qu'ils avaient peut-être une manière de fonctionner, une manière de réfléchir, une manière de travailler que peut-être nous, on n'a pas eu. Et j'ouvre l'hypothèse parce que je n'ai pas la réponse nécessairement à ça, mais j'aimerais t'entendre sur, au-delà de l'histoire qui était divergente, mais comment se fait-il que... est-ce que quel est le problème que nous vivons, nous, que d'autres peuples n'ont pas à vivre? Ben, on va dire les vraies choses. Il n'y a qu'un seul, disons, peuple au monde, excuse-moi, qui a vécu une atrocité similaire à la nôtre. C'est le noir. OK. Autre que nous? Ce sont les Autochtones. Les Autochtones. C'est les seuls. C'est vrai. C'est les seuls. Et ce n'est pas par miracle que les Autochtones, c'est pas par coïncidence que les Autochtones ont aussi de la difficulté à se relever. C'est très difficile de sortir de 400 ans de mentalité. Donc, alors, en fait, les statistiques, juste pour te le dire, comme je suis quelqu'un de scientifique, les statistiques démontrent que les Noirs aux États-Unis étaient plus prospères à l'époque de la ségrégation qu'aujourd'hui. Ouais. Donc, mon point, c'est qu'il faut faire attention à comparer des poires avec des pommes, malgré qu'ils sont similaires, mais ils sont très différents. Là où est-ce qu'on est aujourd'hui, nous sommes là parce qu'il y a les institutions qui devaient promouvoir les cultures noires, la force des Noirs ont été détruites. Donc, nos institutions sont à bâtir. C'était lesquelles? Bon, par exemple, quand tu regardes tout l'historique des Noirs en Afrique, toutes les origines, tu trouves ça où? L'héritage de ça. L'héritage. Donc, pour comprendre d'où tu viens, ça te permet aussi de bâtir un meilleur futur. Donc, pour moi, il y a ces enjeux-là. Là, aujourd'hui, il faut rebâtir à la base. La base, c'est quoi? C'est d'abord apprendre à s'aimer tel qu'on est. Donc, tout à l'heure, quand tu parlais, la dualité, quand tu es chez les Noirs, on te considère un peu plus blanc. Un peu. On te se considère blanc. Et chez les Blancs, on te se considère noir. Exact. Mais revenons chez nous, les Noirs. C'est la même chose. D'abord, apprendre à s'aimer, qu'on a la peau basanée, très basanée ou peu basanée, mais qu'on apprenne à s'aimer comme ça. Donc, d'abord, revenir à cette base-là, de se faire confiance, de ne pas toujours être en dualité ou en conflit. Alors, cette base, pour moi, ce travail-là, c'est ce qui est le plus difficile. Ce qu'on fait au groupe 3737, le plus difficile, c'est pas de former des entrepreneurs, c'est de rester solidaire à cet objectif-là que on va pas essayer de se voler, on va pas essayer de faire de l'argent sur la tête des autres, mais on est vraiment là pour s'entraider. Et donc, cette confiance qu'on a perdue, et ça revient encore des habitudes de l'esclavage. Yeah. De ne pas faire confiance, de ne pas se faire confiance, de ne pas être solidaire à un objectif. De vouloir le succès de son frère. Voilà, exactement. Donc, pour moi, c'est intéressant, encore une fois, je reviens à ma base familiale. Les gens se disent, waouh, vous êtes chanceux comme famille, vous avez tous réussi. C'est vrai, c'est extraordinaire. On a une famille qui, les frères et sœurs ont tous réussi des choses extraordinaires. Mais ça commence avec la foi, la confiance et l'amour qu'on a l'un pour l'autre. C'est fou, hein? Et c'est ce qui nous manque dans notre communauté? Parce que la foi, on l'a à un certain niveau. La foi, merci. Et moi, je crois que si tu appliques des principes, que tu sois croyant ou pas, si tu appliques les principes
du succès, de la prospérité, peu importe comment tu veux l'appeler, tu auras les résultats qui vont avec, peu importe ta culture, ta couleur. Et c'est là que je veux en venir, c'est que tu es le fruit de ça. Parce que tu es au Québec, tu avais toutes les mêmes oppositions qu'un autre aurait pu avoir, mais tu as réussi dans ce secteur-là. Et je pourrais même dire que tu as réussi en famille aussi, parce qu'on a aussi malheureusement un contexte familial qui commence à être mis au défi. Donc, qu'est-ce que tu as fait que d'autres n'ont pas pu faire? Tu associes ça à la foi, la confiance et l'amour. L'amour. Parce que les gens me demandent toujours, hey, quand tu rentres, tu as l'air confortable, tu es en confiance, tu as l'air heureux. Parce que j'ai les 3 choses qui sont les plus importantes dans ma vie. Donc, généralement, c'est ce qui arrive, c'est que on pense que l'argent va régler ces problèmes-là. Mais si tu as les 3 combinés ensemble, il n'y a rien qui peut t'empêcher de réussir. Tu ne rentrerais pas l'éducation dans ça? L'éducation, pour moi, c'est un des outils. Mais la base demeure, il faut que tu aies une foi. Il faut que tu crois en quelque chose. Deuxièmement, faut que tu sentes que tu as de l'amour dans ta vie. Ça prend ça. C'est cette base-là. Donc, pour moi, quand je réussis, quand je regarde ma vie, quand je regarde autour de moi les gens qui ont le succès, ces 3 ingrédients-là sont toujours là. Donc, c'est ce qui est aussi le plus difficile à mettre une valeur. Tu sais, l'éducation, tu l'as dit tantôt. Ben, écoute, c'est une question de temps, c'est une question d'effort. Il y a des valeurs que tu peux associer à ça. Mais l'amour, quand tu ne l'as pas, tu ne peux pas mettre de valeur. Tu sais, quand Mais c'est ça qui est compliqué. Et là, on rentre dans des gros sujets parce que l'amour pour l'Antillais n'est pas l'amour pour l'Asiatique. Je veux dire, les deux appliquent l'amour, mais se manifestent pas de la même manière. Non. Nous, on a un amour qui est plus disciplinaire. On a un amour qui est plus à la défensive. C'est pas un amour qui va nous encourager, c'est un amour qui va plutôt nous prévenir. Donc, ça nous bloque dans notre... Pourquoi? À cause de en fait, je reviens les 400 ans que tu as énumérés. Je pense qu'on a un historique derrière tout ça parce qu'on a été opprimés, parce qu'on a eu... Et je crois, et c'est pour ça que je rentrais l'éducation, parce que moi, l'éducation, je ne le vois pas sur l'aspect scolarité, mais plus sur knowledge, la connaissance. Et quand tu connais même l'amour, qu'on enlève les traditions, la culture et qu'on reste sur l'amour qui nous permet d'avancer, je pense que c'est déjà un bon pas. Mais on a toute une rééducation et on le voit à la 2e génération parce que nos parents nous ont peut-être pas donné ça, mais nous, ayant vu un autre contexte, c'est pas du tout la même approche qu'on va avoir. Pourtant, nos parents nous aimaient autant, mais le manifestaient pas de la même manière à cause justement d'un knowledge, d'une connaissance qui était plutôt fermée sur une culture au lieu de s'ouvrir sur la connaissance générale. Mais je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup de knowledge. They don't love themselves. Non, mais l'éducation ne peut pas remplacer l'amour, for sure. Alors, mais c'est un complément pour moi où si on reste juste sur des vertus, mais on reste ignorant, je ne vois pas comment qu'on va pouvoir se sortir d'un état pour tendre vers la prospérité. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. À un point, tu vas devoir on va devoir éduquer nos enfants à savoir comment répondre à l'intimidation, comment répondre au racisme. L'amour, la confiance et des attributs et des vertus qui sont nécessaires. Mais je crois qu'autant que tes parents ont fait un travail dans l'éducation qu'ils ont faite pour que tu puisses traverser certaines étapes comme tu l'as fait est nécessaire. Mais en fait... 100% d'accord avec toi. L'éducation formelle, l'éducation informelle, c'est essentiel pour avoir une certaine prospérité. Mais d'abord et avant tout, il faut asseoir une base. Tout à fait. Et si tu n'as pas cette base-là, et dans nos communautés, tout à l'heure, tu as parlé de monoparentalité ou de le noyau familial qui défie. Ouais. Le noyau familial, on a des défis. Moi, quand je te parle d'une improbabilité statistique, c'est ça quand je parle d'une improbabilité statistique, parce que les statistiques prouvent que la cellule familiale que j'ai, elle est atypique pour avoir du succès. Parce que cette base-là, je n'ai pas eu l'amour de mon père.
Je n'ai pas eu la force de mon père, donc j'ai un manque déjà là. Mhm. Donc moi, mes enfants, ils sont beaucoup plus outillés que l'enfant qui n'a pas eu l'amour de son père pour réussir dans la vie. Donc, moi, ma réussite, la réussite de Vicky, c'est d'abord et avant tout, c'est de mettre un environnement où est-ce que nos enfants sont en sécurité, en santé et mentalement, ils sont aptes à faire face au monde. Donc, ils ont plus de chances de bâtir sur ce qu'on leur a donné que quelqu'un d'autre qui ne l'avait pas. Quand tu reviens à l'éducation, absolument, et c'est là que on se rejoint parce que l'éducation, ce n'est pas juste une question, comme tu dis, de scolarité. Académique. Mais c'est aussi d'avoir des institutions qui sont là pour encadrer ou donner un cadre. Donc, il ne faut pas sous-estimer le manque d'institutions. Je te prends un exemple très simple. Partout où est-ce que tu vas au Québec, pourtant, hein, je te garantis que 90% des Québécois n'ont jamais été en Chine. Mais si tu vas à Sept-Îles ou aux îles de la Madeleine ou à Shawinigan, tu te dis, où est-ce que je peux avoir une soupe wonton? Tout le monde va savoir de quoi tu parles. Pourquoi? Parce que la culture chinoise, elle a été promue. Que tu sois un Chinois qui vit en Malaisie, un Chinois qui vit à Hong Kong ou à Singapour ou qui vit aux États-Unis, la culture chinoise a toujours été véhiculée. La culture africaine, c'est qui est responsable de véhiculer? Quelles sont les institutions qui véhiculent cette culture noire, afro-descendante? Mais tu vois, là, écoute, là, j'aime ça. En passant, j'aime ça parce que ce n'était pas prévu dans les points que je m'étais donnés, mais que penses-tu du noir américain qui voit l'Africain comme un immigrant? Comme le noir américain se voit plus américain qu'africain. C'est sûr. Et que ça soit la même chose avec les Antillais. Pour lui, un Haïtien, c'est un étranger. Il ne le voit pas. Tandis que nous, à Montréal, on a cette... ou même, je dirais pas juste Montréal, l'Antillais, on se voit beaucoup plus noir au sens large. L'Américain est patriotique avant. Il est américain. Oui. Après ça, il peut connaître ses racines. Donc, pour revenir au point que tu mentionnais, comment que tu perçois que la culture noire n'est pas valorisée déjà dans un pays où ce que la majorité des Noirs influents résident aux États-Unis à un certain niveau. Je parle au niveau entrepreneuriat ou commercial. Comment tu vois ça qu'ils ne sont pas des ambassadeurs justement pour faire valoir, pas la culture américaine noire, mais la culture noire en général? Je pense que il y a des ambassadeurs, mais c'est des ambassadeurs différents qu'on avait auparavant. Tu as raison. En fait, je l'ai dit récemment, et puis je le répète, il y a des gens qui sont peut-être pas d'accord avec ça, mais on est dans une ère, nous, les communautés noires internationales, au monde, c'est là où est-ce qu'on a le moins de leadership. Il fut un temps, tu pouvais compter sur... Martin Luther King, tu pouvais Malcolm X ou tu pouvais Marcus Garvey, les Mandela. Oui, exact. Donc, tu avais des leaders qui étaient les champions de la culture black dans le monde. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile pour plusieurs raisons. C'est que les outils que nous avions auparavant, ou des outils pour faire étaient basés sur le fait que c'était on vivait une injustice sociale, c'était évident, c'était visible et on avait des acteurs qui étaient là pour parler de cette injustice. Avec quelque chose qui nous reliait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous relie tant que ça? Aux États-Unis, en fait, plus le temps passe, plus les choses se ressemblent. Les gens, on parle de Black Lives Matter. Black Lives Matter, ça veut dire quoi? On est en train de se battre contre l'injustice policière, la justice. Est-ce que c'est réellement ça en plus? Exactement. Donc, et là, pire, il y a des choses que des gens ne le savent pas, mais on parle de spiritualité, on parlait des églises, on parlait de la religion, mais en fait,
après 2011, ou 2001, pardon, le 9 septembre 2001, il y a eu le Patriot Act qui est arrivé aux États-Unis. Et le Patriot Act, il y a eu des propositions qui ont été faites pour financer les églises noires aux États-Unis. Pour la première fois de l'histoire, ces églises-là sont financées par l'État. Qu'est-ce qui arrive quand on entend les mouvements de Black Lives Matter ou des injustices? On n'entend plus parler des pasteurs ou des bishops noirs aux États-Unis. Parce que s'ils se mettent contre on coupe les subventions. On coupe les subventions. Donc, en termes de leadership noir à travers le monde, là où est-ce que les leaders noirs se relèvent, très peu d'entre eux sont capables de soutenir ça à très long terme. Alors, mon point, c'est que les États-Unis sont un exemple. Il faut, pour revenir à ton point, tu sais, que le noir américain, il faut revenir à la base. Aujourd'hui, l'Américain noir a fait beaucoup pour faire promouvoir la culture noire à travers le monde. Culture noire américaine ou culture noire tout court? Culture noire tout court, parce que aujourd'hui, si, par exemple, le Afrobeat ou même un artiste africain a pu gagner un Grammys, c'est grâce à la culture hip-hop, à la culture... Oui, mais tu as raison, mais je pense que c'est un grand rapport avec le média numérique aussi qu'on a, parce que maintenant on a accès à cause de l'Internet, il y a plusieurs vitrines, les médias ont changé. Je pense que ça contribue, mais j'ai vécu des discours avec le noir américain qui dénigraient l'Africain. Là. C'est sûr. Like, ils viennent voler nos jobs, littéralement. Oui. So, au-delà que... J'ai vécu aussi le discours de Noirs qui dénigraient des Haïtiens. Oui, je te dis, le noir américain, c'est tout ce qui est noir à l'extérieur est un ennemi ou une menace. Et donc, sur l'aspect de Wakanda, Black Panther, la musique, le divertissement, il n'y a pas de problème. Ça, je peux danser, je peux manger, je peux me vêtir de d'autres cultures qui me font rappeler mes racines. Je peux mettre un médaillon avec le continent africain. Mais quand il s'agit de bâtir une économie ou bâtir des systèmes sur notre culture en commun qu'on a, qui est l'Afrique, c'est là que tu vois qu'il y a vraiment... C'est comme si... Oui, il y a comme un brainwash où ce qui se voit plus américain qu'africain. Et ça me... Anyways, je pense que je vais être obligé de te réinviter parce que ça en soi, c'est... Mais dans les faits, ce que tu dis, c'est... Je te rejoins à 100%, c'est qu'il y a un manque de leadership. Yeah. Parce que Et on avait Barack Obama. Comment expliques-tu qu'on avait un président noir aux États-Unis et que malgré ça, l'état de la communauté noire était pire et en plus, on n'a pas changé... Il y a eu une fierté du moment à travers le monde, mais ça n'a pas aidé notre cause. Non, pas du tout. Et c'est là que je te dis qu'il y a une espèce d'hypocrisie que j'appelle où on va nourrir le divertissement, on va nourrir tes émotions, on est un, we are one, Black Lives Matter, blablabla. Bla, bla. Mais dans le terrain, dans la mentalité, dans les mœurs, c'est pas vrai qu'on milite toujours pour les mêmes causes. Non. On milite pour l'Amérique, on milite pour l'argent, les entreprises noires aux États-Unis, mais c'est pas avec un souci, une unité, un amour de voir le noir prospérer. On peut juste le voir sur le continent africain, les divergences qu'il y a de pays entre pays voisins. On voit le Rwanda avec la République démocratique du Congo. I mean, ils ont eu le même fléau, les mêmes choses, mais les mentalités francophones et anglophones ont amené des résultats différents. So, je pense qu'il y a un problème de fond, et c'est là que je voulais en venir au tout début, et je suis content que tu as dit qu'on ne peut pas blâmer les autres, on doit d'abord regarder à nous-mêmes. Et de là, l'initiative que tu fais avec le groupe 3737, c'est que tu n'attends pas l'aide de l'extérieur, mais tu bâtis une économie, tu bâtis des ressources, tu bâtis des solutions. Et ça, c'est tout à ton honneur. Le temps file, je veux juste rajouter que moi, je crois encore justement à ça, tu en as parlé, le self-empowerment, c'est-à-dire cette capacité de s'autofinancer. L'un des enjeux que nous avons aux États-Unis, que, par exemple, on parle de Barack Obama. Barack Obama ne peut pas s'opposer contre les gens qui le financent, qui ont financé sa campagne. Alors lui, il est en conflit, il est tiré. C'est fantastique que Barack Obama ou que Dominique Anglade
arrivent à leur niveau. Mais c'est plus espoir individuel que espoir communautaire. Un agenda. Voilà, parce que du moment que Dominique Anglade, elle n'a pas peur de représailles, du moment qu'elle sait qu'elle est capable d'être financée sur la force de sa communauté, là, elle va être en mesure d'avoir confiance qu'elle peut parler des enjeux noirs. Wow. Donc, moi, je n'ai pas de muselière. Je suis capable de parler des enjeux qui sont reliés à l'intégration de l'économie, le manque de diversité et d'équité envers les gens de couleur, ici au Québec, au Canada. Et j'ai pas peur de représailles. Pourquoi? Parce que, franchement, je suis capable de payer mon hypothèque. Les finances. Et ça revient à la puissance économique. Et tu parlais des communautés religieuses. Pourquoi qu'on les entend pas? Parce qu'ils sont pauvres. Il y a un verset dans la Bible, dans Ecclésiaste 9,16, qui va dire « La sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Voilà. » L'amour de l'argent est un problème. Mais de dire que l'argent n'aide pas à la contribution sociale d'une région, c'est un mensonge. Oui. Donc, le pourquoi que tu es libre, c'est parce que tu ne dépends de personne. Voilà. Et c'est là un peu, malheureusement, ce discours même que nous avons dans notre communauté avec les finances. C'est comme si on va l'utiliser pour consommer, pour rester dans un état, au lieu de le prendre comme une force pour se faire entendre. Exact. Et c'est là, encore une fois, que c'est tout à ton honneur, parce que c'est un risque que tu prends, c'est une route qui est solitaire. C'est pas tout le monde, même de ta propre communauté, même de ton entourage, c'est pas unanime, mais tu as décidé d'y aller à cause de tes valeurs. Et ça, je sais que le jour vient où tu auras des médailles sur terre et dans les cieux pour le courage que tu as eu. Mais j'aime ce que tu as dit. Mais je ne le fais pas. Tu le fais pas pour ça? Non, je le fais parce que moi, encore une fois, c'est comment j'ai été élevé, mais aussi parce que je veux aussi que mes enfants qui puissent aller plus loin que moi, j'ai eu la chance, qui puissent avoir des modèles. Moi, je n'ai pas eu de modèle d'affaires quand je grandissais. J'ai eu des modèles d'entertainer. Quand tu me demandes qui je voulais être Bob Marley, je voulais être Ruth Goulet. Pourquoi ces deux-là en particulier? C'est intéressant. Les deux, ce sont des grands acteurs du mouvement civil. Ouais. Les gens connaissent plus Bob Marley, mais Ruth Goulet, c'est un joueur de soccer hollandais. Il a gagné le Ballon d'Or en 1987. Avec les gros cheveux pour ceux qui... Les gros cheveux. Et tu sais à qui il a dédié le Ballon d'Or? Non, ça, je savais pas. À Nelson Mandela. Wow. Et c'est là, tout le monde se sont dit, en 1987, c'est qui Nelson Mandela? Parce qu'il y a beaucoup de gens, des Noirs qui ne connaissaient pas Nelson Mandela. Wow. Et il a parlé de l'injustice que vivaient les Noirs en Afrique du Sud, de l'apartheid. Et c'est un Néerlandais. Et c'est qui les oppresseurs en Afrique du Sud? Ce sont des Néerlandais. Donc, il a pris un risque énorme. Donc, il a soulevé Nelson Mandela quand Nelson Mandela n'était pas populaire. 20 ans plus tard, quand Nelson Mandela est devenu président de l'Afrique du Sud, tout le monde adulait Nelson Mandela. Mais Ruth Goulet a pris le risque. Et moi, c'est des gens comme ça qui m'ont influencé quand j'étais jeune. Dieu merci, j'ai eu ces modèles-là. Il m'a dirigé vers ces modèles-là. Et quand aujourd'hui, je parle du manque de représentativité de ma communauté, je ne blâme pas les Blancs. Je fais juste mettre en évidence qu'il y a un problème. Et je mets ce que j'ai de plus précieux aujourd'hui, là, c'est mon temps, mon savoir et le peu d'argent que j'ai au service de cette vision-là, de dire que nous, on peut être des créateurs, on peut investir dans nos communautés et ce n'est pas mutuellement exclusif. Tu ne gaspilles pas ton argent parce que tu investis dans ta communauté. Et je te dirais, ça a été aussi mon plus grand succès, mais ma plus grande déception. Yeah. Parce que pour moi, je m'attendais, avec ma naïveté, que parce que je le fais, il y en aurait des centaines d'autres qui auraient voulu faire la même chose. Parce que dans nos communautés, il y a des gens qui ont réussi, qui ont les moyens de mettre... Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Je pense que c'est manque d'éducation, encore une fois. Ça revient à l'éducation, comme tu dis, parce que les gens pensent que investir dans ces communautés, c'est de s'appauvrir. Au contraire.
Wow, Au contraire, c'est c'est le plus grand moteur de création de richesse qu'on peut avoir. Mais c'est le manque de conception. Par exemple, si je dis à quelqu'un, mais j'ai acheté, un exemple, j'achète un immeuble à Westmount, j'achète un immeuble à Montréal-Nord. Qu'est-ce que tu penses? Ils vont tous vouloir Westmount. Exact. Alors que moi, je dis non. Moi, j'ai une base pour bâtir encore plus. Donc, si on était capable de rendre nos communautés, nos quartiers plus riches, parce que les jeunes qui ont réussi, qui viennent du quartier, ils reviennent avec leur réussite et réinvestissent dans le quartier, qu'est-ce que tu penses qui arrive à nos communautés? On fait que monter. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Du moment qu'on réussit, on quitte. Mais tu sais, tu connais les gens. Et il y a des choses que tu ne peux pas dire sur les ondes, mais tu as un vécu. Le vrai problème, pourquoi qu'on a la difficulté à s'unir dans cette vision, c'est laquelle? Parce que tu as eu des expériences, tu as eu des rapports, tu as eu des discussions et tu as sûrement été surpris de voir l'incompatibilité qu'il y avait dans les visions. Pourquoi? L'ignorance? L'ignorance. C'est vraiment l'ignorance. Parce que ceux qui vivent l'expérience du groupe 3737, ils ne jurent que par le groupe 3737. Oui, mais c'est des gens... Moi, je parle plus de les gens qui ont ton succès, ton réseau, ces gens-là qui peuvent faire une différence. Je pense pas à ceux qui bénéficient du groupe 3737, mais je parle des décideurs qui sont dans le même entourage. Oui. Pourquoi eux n'adhèrent pas à cette vision? C'est quoi l'élément? Je pense que c'est la peur de perdre ce qu'ils ont acquis. Et donc, je pense que c'est ça. C'est sincèrement la peur parce qu'il y a peur de représailles, le manque aussi de confiance dans leur qualité, dans leur capacité. Non, c'est très fort. J'aurais des mots plus durs à mettre, mais je crois que c'est ceux-là. Je pense que j'essaie d'être constructif. Ouais, parce que tu fais bien. Dans les faits, il y en a d'autres qui vont dire que avant Franz Saint-Elémy, il y en avait d'autres qui ont investi. Moi, j'ai bénéficié de ces investissements-là. Mais là où est-ce que je parle, c'est que c'est très facile pour quelqu'un qui a réussi de s'isoler. Et c'est là que je m'en allais. C'est beaucoup plus difficile. Ouais, de rester seul en haut. Il y a un confort, il y a une sécurité que de devoir laisser pour faire monter d'autres personnes. C'est un prix à payer. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit, des amis d'affaires blancs qui m'ont dit, mais non, mais tu arrête un peu, là. Je pense que tu exagères. Quand je dis non, pourquoi j'exagère? Pourquoi ce serait pas bon pour toi si ma communauté a plus de succès? Imagine un peu, là. Puis moi, je suis quelqu'un, j'aime donner des statistiques. Imagine, OK, que tu prends le taux de chômage qui est à 19%, le taux de chômage effectif qui est à 19% dans les communautés noires, dans Montréal-Nord, tu tournes ça à 5%. La richesse qui est créée pour les Québécois. C'est ton avantage de m'aider. Incroyable. Alors, mais quand on parle des statistiques, moi, là, pour chaque dollar que j'investis dans Saint-Michel, Montréal-Nord, c'est un retour de 20. Pour chaque dollar que j'investis à Laval, c'est un retour de 5-6. Il y a une grande différence. Mais c'est parce que... De là vient l'éducation que tu parlais. Exactement. Donc, l'ignorance, ça a un impact majeur. Alors, c'est important, puis je suis tellement heureux parce que là, on est en train de faire un échange de savoir. OK? Les gens qui écoutent, c'est ça le gift que tu leur donnes. C'est justement cette possibilité-là pour eux d'entendre de quelqu'un qui leur ressemble ou quelqu'un qui, peut-être qu'il leur ressemble pas, peut-être qu'il y a un Québécois ou une Québécoise qui écoute puis qui va se dire, mais effectivement, il a raison, Franz. Parce que la pauvreté ne bénéficie à personne. Malgré qu'il y a des richesses qui se créent sur le dos des pauvres. Mais dans l'ensemble, si l'ensemble d'une société, elle est plus riche et plus prospère, tout le monde en bénéficie. Écoute, j'y vais en rafale, Franz, c'est tellement intéressant, mais la porte est grande ouverte, mais j'ai tellement de choses que je voulais traiter avec toi, mais j'y vais en rafale. Avec tout ce qu'on a dit, on a parlé famille, on a parlé économie, on a parlé communauté, justice sociale. Si tu devais te lancer en politique, je veux pas la réponse sur cette question, mais si tu devais, quel enjeu défendrais-tu en premier? Les enjeux familiaux
ou la cellule familiale, les enjeux économiques, les enjeux de justice sociale, donc entre parenthèses, tout ce qui a rapport avec comment je pourrais dire ça, la discrimination que nos communautés reçoivent, ou les enjeux communautaires. Je sais qu'ils peuvent être tous entremêlés sur un plan politique, mais je parle, si tu devais être l'ambassadeur, est-ce que tu serais l'ambassadeur famille, ambassadeur économique, ambassadeur le noir, ou ambassadeur communautaire, le social? Mais je te dirais d'abord famille, Okay. parce que moi, j'ai bénéficié d'avoir une cellule familiale forte. Et je pense que quand un enfant ou n'importe qui, mais surtout un enfant qui vient d'une famille qui est soudée, ses chances de réussite sont beaucoup plus grandes. Ses chances aussi d'être méchant ou de faire des mauvaises choses dans la vie sont plus basses. Donc, en termes de société, les valeurs familiales, pour moi, c'est ce qui est la base, c'est ce qui est le plus important. Au-delà de ça, je dirais c'est l'éducation, Okay. parce que moi aussi, je suis un produit de l'éducation. Donc, rendre l'éducation accessible le plus possible. Quand je parle d'éducation, mais à tous les niveaux, l'éducation numérique, l'éducation faire voir. Tu sais, moi, j'ai eu la chance de voyager quand j'étais jeune à cause du soccer. J'étais fort au soccer, donc j'ai pu voyager. J'ai pu voyager. Donc même l'éducation culturelle, oui, tout à fait. J'ai découvert d'autres choses. Ouais, et ça aide beaucoup. Énormément. Écoute, question en rafale. J'y vais. Quelle est ta plus grande peur? Ouf. J'ai pas peur de grandes choses, mais je te dirais, c'est peut-être la peur d'échouer. Peur de l'échec. Je suis tellement compétitif. Wow. J'aime... Non, je veux la peur d'échouer. Ouais. OK, nice. Es-tu superstitieux? Non. OK. As-tu déjà eu une expérience avec le paranormal? Oui. OK. Tu veux élaborer? Oui. Ben, en fait, c'est vague, mais je devais avoir 5 ou 6 ans. Je marchais avec ma mère. On allait dans une réunion de prière. Et pour une raison ou une autre, on n'arrivait pas à trouver le chemin. C'était un chemin qu'on avait fait des centaines et des centaines de fois. Et on se retrouvait à tourner en rond. À tourner en rond. Pendant, pas quelques minutes, mais pendant plusieurs heures. Avant ou après la réunion de prière? Avant. Wow. Donc, et après, évidemment, la réunion de prière, on l'a manqué. Et avec du recul, ma mère et moi, on en parle. Mais il y a une raison qui voulait... Il y a quelqu'un ou quelque chose qui ne voulait pas qu'on participe à cette réunion de prière. Je ne le vois ni positif ni négatif. Tout ce que je peux dire, c'est arrivé. Wow. Bon, l'autre question. As-tu besoin de voir pour croire? Es-tu un Thomas? Non. OK. Crois-tu à la vie après la mort? Oui. Es-tu cérébral ou émotif? Cérébral. Je ouvre une parenthèse parce que le temps me presse et j'ai tellement de choses que je veux traiter, mais tu es quelqu'un d'influent, tu es quelqu'un qui a les finances. On est dans un invité à la foi. Très souvent, on parle de pouvoir, finance avec les sociétés secrètes, l'occulte. Est-ce que tu as pu avoir, et je ne veux pas nécessairement que tu témoignes, mais est-ce que ça existe ici, au Québec, à Montréal, dans ce que tu as pu connaître, cette élite, ces sociétés secrètes qui ont un agenda occulte dans les affaires? Non, mais est-ce qu'il y a des organismes fermés, privés? Oui. Mais des sociétés occultes, je n'ai jamais vu personnellement. Personne t'a voulu t'initier, personne t'a approché? Non. OK. Non. Mais tu sais que ça existe, tu sais que c'est là, c'est juste que c'est privé, J'ai aucune idée. Okay. Tout ce que je sais, c'est que je sais qu'il y a des organisations, il y a des groupes privés qui influencent l'agenda, qui prennent des décisions et que si tu ne fais pas partie de ces groupes-là, tu subis ou tu vis avec les conséquences de ces décisions-là.
Écoute, on a un segment, en fait, on a 2 segments et on va clôturer après là-dessus. Premier segment, le confessionnal. La Bible dit que si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te les pardonner. As-tu un péché à confesser aujourd'hui? Et j'explique un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton histoire, un moment, une chose que tu as faite, que tu regrettes, que tu dis, ça, et que tu voudrais confesser aujourd'hui? J'ai beaucoup de regrets. Peut-être ce qui me vient en tête aujourd'hui, c'est, je te dirais, je devais avoir 15 ans ou 14 ans et j'avais une opportunité de faire la bonne chose. Je l'ai manqué et plusieurs fois, ça revient. Là, ça revient. Mais je te dirais, c'était une situation où est-ce que j'ai vu une injustice. J'ai vu une fille se faire agresser. Wow. Et tu n'as pas répondu de la manière que... J'ai pas eu le courage d'intervenir. Wow. Et je le regrette. I have to live with it. Well, tu l'as confessé. Dieu est fidèle et juste. Écoute, autre segment, tu sais, les restaurants ont les Fortune Cookies. Nous, on a les Divine Cookies. Okay. So, c'est des biscuits à l'intérieur, il y a des versets. D'accord. Moi, personnellement, je crois que Dieu parle à travers la Bible. Il y a des versets que Dieu peut utiliser pour nous parler. Donc, tu casses le biscuit. Oh! Ésaïe 55, 8 et 9. Ésaïe 55. Quel verset? 55, versets 8 et 9. 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Hey. C'est tellement moi. C'est tellement toi. Tu as commencé l'émission en disant que la foi est le centre de tout. Et donc, wow, Dieu confirme, un verset à conserver. Est-ce que je peux le garder? Certainement, certainement, c'est à toi. Écoute, tu as dit dans une autre entrevue, attends, j'essaie de le relater. Oui, tu as dit, ce n'est pas d'où je viens, mais où je m'en vais. La question pour clôturer l'émission, quelle est la destination de Frantz en ce moment? Wow, ma destination, pour moi, c'est toujours en définition. Mais dans les faits, j'essaie de créer un environnement où est-ce que les gens autour de moi, ma famille, ma communauté, peuvent bénéficier. Donc, c'est utopique, mais j'essaie vraiment de faire voir le potentiel de nos communautés à d'autres gens de d'autres communautés, mais aussi à notre communauté. Donc, j'essaie d'être un exemple pour d'autres. En anglais, on dit un outlier, mais de prouver des choses qui sont wow. Tu sais, je suis dans un secteur où il n'y a pas beaucoup de Noirs. Il n'y a pas beaucoup de Noirs francophones dans les techs, mais dans les hautes technologies, c'est encore plus restreint. Donc, j'essaie de prêcher par l'exemple, de démontrer que c'est possible et que, essentiellement, d'ouvrir la porte pour d'autres. Wow. Frantz, c'était vraiment un plaisir. Écoute, c'est sûr que je vais te réinviter parce qu'il y a tellement de choses que tu as dit, il y a tellement de sujets que j'aimerais qu'on reprenne et qu'on va encore plus en profondeur. Je crois il y a beaucoup de choses qu'on a en commun, toi et moi. Moi, c'est la foi qui est l'essence de ma vie et les finances, l'influence est pour que je puisse propager la foi à quiconque veut l'entendre et que cette foi peut les transformer par le témoignage de Jésus-Christ et le travail que tu fais pour aider la société en général est remarquable et ça m'inspire beaucoup pour les choses que je veux accomplir, moi, dans ma mission au niveau de la foi. Que Dieu te bénisse, Frantz. Que Dieu bénisse Vicky, ta famille, les 3 enfants. Que Dieu prospère tout ce que tu entreprendras dans cette année, dans les années à venir. Je le dis pas pour te flatter, mais tu es un modèle et de savoir que ta foi en Jésus-Christ t'a amené jusque-là
Et je prie que tu puisses atteindre encore des sommets incroyables pour l'avancement de notre société. Certainement. Donc, que Dieu te bénisse. Ta maman est toujours vivante. Oui. Que Dieu bénisse maman Saint-Élémy. Oui, vraiment, pour toutes ses prières, tout ce qu'elle a. Je sais qu'on arrive à la fin, mais c'est tellement important ce que tu viens de dire parce que à la fin, là, OK, on a tous une finalité. OK? Ce qui reste, c'est les accomplissements. C'est pas l'argent. Mais ce qui reste, c'est ce qu'on fait avec le talent que Dieu nous a donné. Point barre. Yes. Donc, pour moi, ma mère m'a donné le goût de me pousser. Petite parenthèse rapidement. Non, ma vas-y. mère, quand j'avais 12 ans, je lui ai dit, écoute, maman, pourquoi tu es aussi tough avec moi? Elle m'a dit, mais quand une banane commence à pourrir, elle pourrit à partir de la tête. Elle m'a dit, moi, mon devoir, c'est de m'assurer que je te tire vers le haut, que tu maximises ton potentiel. Donc, Dieu t'a donné un potentiel. Donc, je veux m'assurer que je fais tout en mon pouvoir que tu puisses multiplier au potentiel au maximum. Parabole de talent qu'on doit, avec ce que Dieu nous a donné, on doit produire et on doit se multiplier. Franz, je t'aime beaucoup. Sérieusement, t'es vraiment un être qui m'est spécial. Que Dieu te bénisse. Et est-ce que tu as quelque chose peut-être à présenter le terme, c'est plugger. Est-ce que il y a quelque chose que tu aurais parlé au niveau du groupe 3737, des choses à venir ou d'autres activités que tu voudrais mettre de l'avant? En fait, je peux dire que je suis un éternel optimiste. Ça n'a jamais été un meilleur moment pour l'humain en général pour faire des choses. Aujourd'hui, on parle de l'effet multiplicateur, donc les auditoires. Donc, ce que j'aimerais, c'est passer la parole à quelqu'un. Si moi, je suis capable de le faire, il y en a d'autres qui peuvent le faire. Réfléchissez à comment est-ce que vous faites un effet multiplicateur dans vos communautés. Comment est-ce que vous pouvez aider à améliorer le sort de l'autre? C'est ça, justement, qu'on essaie de faire, soit avec le groupe 3737 ou Vicky et moi à travers nos business, c'est de réinvestir dans le prochain. Et c'est ce qu'on a appris dans notre spiritualité. Yes, c'est les évangiles. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci à tout le monde. On se voit pour une prochaine épisode d'un invité à la fois. Que Dieu vous bénisse. Merci. J'espère que vous avez apprécié cet autre épisode d'un invité à la fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer l'épisode, laisser un commentaire ou encore vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions concernant la foi chrétienne ou vous voulez vous entretenir avec moi sur votre foi, n'hésitez pas à m'écrire à info@uninvité-à-la-foi.com et ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre dans les plus brefs délais. Sur ce, gardez la foi et que Dieu vous bénisse.